that the Ayatollah of Iran, the supreme leader, is dead. Alors franchement, si on s'était arrêté à l'annonce de la mort d'Ali Khamenei, on aurait pu croire que tout était plié. Une opération ultra précise, préparée pendant des mois, menée par Israël et les États-Unis, la tête du régime iranien touchait en plein jour au moment exact où personne ne s'y attendait. Sur le papier, ça ressemblait presque à un coup décisif. Mais la réalité, c'est que depuis, tout ne semble pas se passer comme prévu. Depuis hier, l'Iran riposte absolument partout. Des bases américaines dans la région sont attaquées, des cibles à Dubaï, Abu Dhabi, Bagdad, même en direction de Chypre. Des pétroliers sont bloqués, des marchés qui promettent d'être sous tension et une question qui commence à inquiéter sérieusement Washington et Tel Aviv. Est-ce qu'ils n'ont pas déclenché quelque chose qui est en train d'échapper totalement à leur contrôle? Parce que décapiter un pouvoir, ce n'est pas forcément faire tomber un régime. Derrière l'apparente victoire se cache peut-être le début d'un conflit bien plus long et bien plus coûteux que prévu. À l'heure actuelle, dans le détroit d'Ormuz, il y aurait plus de 150 pétroliers bloqués par les gardiens de la révolution islamique. Et un peu partout, au Moyen-Orient comme ici au Pakistan, des édifices publics américains sont pris pour cible. Clairement, la situation est en train de se compliquer pour les États-Unis. Pourtant, tout semblait plutôt bien parti. Hier, en début de soirée, des rumeurs ont commencé à circuler à propos de la mort du leader iranien. Puis il a été dit qu'il allait bien, que tout allait bien et qu'il prendrait la parole. Finalement, Trump a annoncé son décès, puis quelques heures plus tard, c'est bel et bien la télévision iranienne qui a annoncé sa disparition. Alors si on s'en tient à cette partie-là de l'histoire, ça ressemblait à une plutôt bonne nouvelle pour Israël et les États-Unis. Le régime iranien semblait ébranlé grâce à l'attaque rapide et ultra précise menée conjointement donc par les Américains et les Israéliens. Mais la réalité est en fait quelque peu différente et le conflit pourrait bien se transformer en guerre de longue durée, ce qui ne ferait pas forcément l'affaire des États-Unis, d'Israël, ni même des marchés financiers. Et tout ceci malgré une opération très bien préparée. Israël et les États-Unis n'ont pas seulement bombardé l'Iran, ils ont attendu que tous les dirigeants iraniens soient réunis dans la même pièce avant de bombarder l'Iran. Des mois de renseignements, des milliers d'heures de surveillance et d'interception de signaux. Une seule variable, le moment où le guide suprême, le président et le haut commandement militaire se sont réunis au même endroit et au même moment. En juin 2025, la première attaque avait été lancée à la tombée de la nuit, celle d'octobre 2024 après minuit. Hier, il était 8h15 à Téhéran lorsque les premiers missiles se sont abattus. Toute la stratégie de défense aérienne iranienne repose sur l'hypothèse qu'Israël attaque généralement de nuit. Et là, Israël a attaqué en plein jour parce que la cible n'était pas une infrastructure, la cible était une réunion. La cible était la décapitation du pouvoir iranien. Le point sur lequel Israël et les États-Unis ont pris l'avantage, c'est que les dirigeants iraniens savent désormais trois choses. Israël, probablement le Mossad ou des agents infiltrés, savaient où ils se réunissaient, quand est-ce qu'ils se réunissaient et qui serait présent. Tout ce qui s'est passé ces derniers jours n'était finalement que l'arbre qui masque la forêt. Avec une armada complète, absolument énorme, la frappe a été pourtant particulièrement chirurgicale. Et désormais, chaque réunion des hauts dirigeants iraniens devrait se passer sous tension parce qu'elle devrait soulever une question pleine de doutes. Est-ce que cette fois-ci, cette nouvelle fois, est-ce que Israël et les États-Unis sont aussi au courant? Alors il faut aussi prendre en compte, et c'est très important pour la suite du conflit, il faut aussi prendre en compte que Khamenei a gouverné l'Iran depuis 1989. Il a survécu à un attentat en 1981 qui le laissera handicapé d'un bras, puis un autre attentat en 1985 et il a donc forgé son autorité autour de ce qu'il a appelé la volonté divine. En tant que musulman chiite dévoué et patriote iranien, Khamenei ne considérait pas le martyre comme une tragédie, mais plutôt comme une victoire ultime. Et aujourd'hui, Khamenei est mort, mais la République islamique d'Iran survit. Ses forces armées continuent de frapper les bases ennemies dans toute la région. Il faut aussi comprendre une autre chose, l'Iran vit sous sanctions massives depuis plus de 40 ans. L'inflation est devenue chronique, la monnaie est totalement affaiblie, ils ont dû faire face à un embargo technologique. La société iranienne est habituée à fonctionner sous une pression permanente. Et dans ce genre de moment, une attaque extérieure peut provoquer l'effet inverse de celui qui est recherché. Au lieu de fragiliser le régime, elle peut souder une partie de la population autour d'un réflexe patriotique. Bien sûr, l'Iran reste traversé par des tensions internes profondes, une jeunesse ultra connectée, une colère sociale qui est pour le coup bien réelle. Mais dans l'immédiat, quand un pays se sent attaqué de l'extérieur, eh bien la priorité devient souvent la survie nationale avant la contestation politique.
D'autant plus que le leader Khamenei a émis une fatwa, un décret religieux, au début des années 2000 interdisant le développement d'armes nucléaires, les déclarant alors à l'époque non islamiques. Et selon les partisans du régime, l'assassinat injustifié de Khamenei ouvre la porte aux membres de l'establishment politique et sécuritaire iranien pour plaider en faveur de la bombe atomique. Depuis le début des affrontements, des Iraniens descendent dans les rues en jurant de ne jamais s'incliner devant l'agression étrangère. Bien entendu, il y a aussi des opposants au régime qui manifestent leur joie un petit peu partout sur la planète, et y compris en Iran. Mais au final, la vague d'assassinats envers les dirigeants n'a pas perturbé le pouvoir iranien. Bien au contraire, à ce stade, il semblerait qu'elle l'ait renforcée. Les Iraniens avaient d'ailleurs déjà anticipé cette éventualité et mis en place un système de succession. Ahmad Vaidi, un vétéran révolutionnaire de la guerre Iran-Irak, a été nommé nouveau commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique. Les États-Unis et Israël, qui semblaient avoir pris l'avantage, se retrouvent finalement face au même régime, aux mêmes problématiques. Au final, ce sont juste les personnalités qui changent. Et la principale crainte des Israéliens et des Américains est de voir s'installer désormais une guerre de longue durée. Avant de continuer, on va se poser quelques secondes. Je te souhaite la bienvenue ici sur Objectif Lune. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain. Ici, on parle de macroéconomie, de géopolitique, de crypto-monnaie. Tout est lié dans le monde d'aujourd'hui. Alors si ce type de contenu t'intéresse, rejoins-nous. Rejoins-nous en cliquant sur le bouton s'abonner par ici, active la petite cloche des notifications et puis soutiens-nous, donne-nous de la force en likant cette vidéo, en appuyant sur le pouce bleu, c'est hyper important pour nous et je t'en remercie. On reprend. Visiblement, les Iraniens ont tiré les bonnes leçons de la guerre de 12 jours en juin 2025. Ils orientent désormais leurs attaques sur des cibles très diversifiées, comme les hôtels à Dubaï, des bases militaires américaines, britanniques ou encore françaises, ou encore des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. L'objectif de l'Iran est clair: affaiblir les ressources des États-Unis en multipliant les cibles et les attaques. Depuis la guerre du Vietnam et la guerre de Corée, aucune base américaine n'avait été prise pour cible par un autre pays jusqu'aux événements d'hier. Durant la guerre du Vietnam, on a dénombré plus de 450 attaques contre des bases de l'US Air Force, qui ont tué à l'époque environ 150 militaires américains et en ont blessé environ 1700. Hier, les attaques iraniennes ont ciblé au moins 6 à 8 bases américaines dans la région, y compris des frappes confirmées sur Bahreïn et le Qatar, détruisant des infrastructures d'une valeur de plusieurs milliards de dollars et rendant les opérations sur ces bases extrêmement risquées. À l'heure actuelle, les États-Unis ne ripostent plus, ou plus vraiment, et laissent Israël faire le travail plus ou moins tout seul. Si l'intensité des attaques iraniennes se maintient à ce niveau, les États-Unis, Israël et leurs alliés pourraient se retrouver à court d'intercepteurs en seulement 8 jours. Et puis il y a une autre réalité dont on parle un peu moins. Une guerre longue coûte une fortune. Chaque missile, intercepteur ou autre tiré par les alliés vaut plusieurs milliers de dollars. Chaque base touchée doit être réparée, rééquipée, sécurisée. À cela, on ajoute la logistique, le déploiement naval, le soutien aérien. La facture grimpe alors très vite. Et les États-Unis sortent déjà de 2 décennies de guerre particulièrement coûteuses en Irak et en Afghanistan, avec un budget particulièrement déficitaire. La vraie question, ce n'est pas seulement de savoir qui peut frapper le plus fort, mais qui pourra tenir financièrement, politiquement et militairement cette guerre sur la durée. Les États-Unis pourraient alors être contraints de faire appel au soutien de l'Europe, par exemple. Et dans le même temps, l'Iran pourrait obtenir le soutien de la Chine et de la Russie. On sait que dans les années 80-90, la Chine a été grand fournisseur d'armes au régime iranien, mais ses exportations ont diminué dans les années 2000 sous la pression internationale. Officiellement, Pékin dit respecter les contrôles d'exportation et nie être au courant de certaines transactions. Parallèlement, la Chine et l'Iran ont toujours un accord stratégique de long terme qui inclut une coopération économique, énergétique et militaire. La Chine qui fournirait d'ailleurs des images satellites en temps réel à propos des positions militaires américaines. La Chine qui a immédiatement réagi après l'attaque hier matin, demandant aux Américains de cesser immédiatement toute action militaire contre l'Iran. Alors pour le moment, le bilan des États-Unis n'est pas vraiment fameux. Ils ont certes décapité le gouvernement iranien, mais ils n'ont pas renversé le régime. Ils subissent de lourdes pertes militaires face aux missiles balistiques et aux drones iraniens. Ils n'ont toujours pas fait tomber le fameux programme nucléaire et ils seront bientôt à court de munitions. Alors on pourrait douter de cette dernière affirmation, mais personne ne connaît réellement de l'autre côté la puissance de l'Iran, ni même la détermination des dirigeants du régime iranien face à l'envahisseur américain. Au moment où je termine cette vidéo, on apprend que l'héritier saoudien Ben Salman a autorisé l'armée saoudienne à riposter aux attaques iraniennes,
là on s'aperçoit que de nouveau la tension grimpe d'un cran. Faire tomber des hommes ne suffit pas toujours à faire tomber un système, à faire tomber un régime. La vraie question maintenant, c'est qui va pouvoir tenir le plus longtemps et à quel prix? Parce que dans ce genre de conflit, ce ne sont pas seulement les armées qui s'épuisent, ce sont aussi les économies et les équilibres mondiaux. Et dans ce contexte, eh bien, Bitcoin fait preuve de résilience. Il a d'abord plongé au moment de l'attaque hier matin, il est remonté lorsque les rumeurs autour de la disparition d'Ali Khamenei ont commencé à se répandre, et pour le moment, on va dire qu'il est plutôt stable. Mais nous sommes encore en week-end, il faudra attendre ce soir l'ouverture des marchés futurs sur Chicago, puis cette nuit avec l'ouverture de l'Asie, particulièrement les marchés japonais, qui pourraient être impactés assez fortement puisque dépendants énergétiquement du prix du pétrole. Ce qui est aussi le cas de l'Europe. Donc on surveillera demain matin l'ouverture de l'Europe. Et puis bien entendu, je pense qu'il faudra surveiller de très près l'ouverture des marchés américains demain après-midi. Historiquement, le déclenchement d'une guerre n'est pas obligatoirement synonyme d'un crash de marché. En 2022, alors que Bitcoin plongeait en plein bear market, l'éclatement de la guerre en Ukraine provoquait une hausse de plus de 40%. Hausse de courte durée, à peine 2 semaines avant que Bitcoin reprenne son chemin vers le sud. L'an dernier, lors de la guerre de 12 jours, Bitcoin avait bondi de 25%, approchant son futur plus haut au-delà des 120 000 $. Après 5 semaines de baisse consécutive, il se pourrait qu'on assiste aujourd'hui à un rebond marqué avant une nouvelle glissade. À ce stade, il sera surtout question de communication. Ce qui va ressortir du Moyen-Orient pourrait influencer à très court terme les différents marchés financiers et donc Bitcoin aussi. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des éléments de réponse quant à la situation actuelle. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous lâcher un like, ça nous soutient énormément et je te remercie. Pense également à t'abonner en cliquant par ici et activer la petite cloche. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!